L'idée de ce congrès est venue entre Lyonnais et Québécois. Disons, nous avions remarqué qu'il y avait des convergences de types de souffrances entre les gens qui sont à la marge, ou dits à la marge de notre société, les sans-abri, les sans-domicile, les chômeurs de longue durée, qui peuvent avoir des manières de souffrir très en relation avec le contexte social. Et puis, ce que beaucoup ont décrit tout de même depuis ces dernières années sur la souffrance au travail. Que ceux qui sont au travail, et même qui peuvent gagner beaucoup d'argent, peuvent souffrir comme s'ils étaient des sans-abri, des sans-appartenance, des sans-reconnaissance. Et tout ça nous a conduit à bien différencier la pauvreté, qui est une chose pas facile, de la précarité, qui peut être la meilleure et la pire des choses. Et dans la pire des choses, la précarité, c'est la perte de confiance, c'est l'horizon de l'exclusion, c'est la perte dans l'autre, dans soi, dans l'avenir, etc. Et nous avons eu l'idée, si tu veux, de comparer ça au niveau international. Au début, nous voulions le comparer à un niveau francophone, et puis ce qui est déjà énorme. Ce qui aurait déjà été énorme. Et nous sommes aperçus que la mondialisation dépassait la francophonie. Et donc nous nous sommes lancés vers tous les réseaux anglophones, hispanophones, et nous avons essayé de construire un congrès, un rassemblement, qui s'est appelé le Congrès des 5 continents pour montrer la diversité et aussi l'unité. La diversité des régions et l'unité du contexte qui est celui de la mondialisation. Et nous sommes partis du principe qu'il ne fallait pas être dans la dénonciation, mais être dans la description des effets humains de la mondialisation. Aussi bien les bons côtés de la mondialisation que les côtés réellement néfastes en termes de santé mentale. Mais on voit bien que dans cette perspective, la santé mentale n'est plus seulement le fait de s'occuper bien, et même d'une manière citoyenne, des schizophrènes ou des déprimés. Ça n'est pas seulement s'occuper des handicapés, du handicap psychique, c'est prendre en souci tous ceux qui vivent dans notre société, qui peuvent avoir des impacts psychosociaux dans la mondialisation, dont certains sont positifs, tant mieux, et d'autres sont négatifs. Alors quand ils sont négatifs, de quoi s'agit-il ? Il semble y avoir un noyau commun qui n'a pas été démenti par les intervenants des 45 pays qui sont venus à ce congrès des 5 continents. Il y a tout de même eu 45 nationalités. C'était formidable de voir qu'on pouvait parler de partout, que c'était pas une tour de Babel, c'était simplement le monde, une partie du monde qui était là. Nous n'avons pas voulu parler tous en anglais comme on fait dans les congrès scientifiques, ou tous en français comme si nous étions entre nous dans la francophonie. Nous avons vraiment voulu cette multiplicité de langages qui rend plus difficile les choses, mais c'est la vie. Alors, nous nous sommes aperçus, donc, je te disais, qu'il y avait un point commun que tout le monde notait, c'est l'attaque, ou en tout cas la fragilisation du lien de solidarité naturelle entre les personnes. Le lien de solidarité naturelle et d'entraide naturelle entre les personnes, qu'on l'ait abordé à partir de la transformation des valeurs dans les familles africaines, à partir des enfants dans les rues, dans les grandes mégapoles africaines ou sud-américaines, qu'on l'ait entrepris à partir de la souffrance au travail, de la différence des genres, des modifications de la maternalité dans la mondialisation, tout converge pour nous dire que petit à petit, nous risquons de devenir à l'image du modèle néolibéral. Puisque c'est notre contexte. C'est pas de notre faute, c'est pas de la faute du modèle. On devient toujours comme le modèle dominant. Nous serions dans une dictature, ou nous serions dans une monarchie de droit divin, nous aurions des effets de contexte tout à fait différents.
Et en réalité, la valeur dominante, réellement dans tous les continents, c'est celle-ci: l'individu fait la richesse des nations et fait aussi leur malheur. C'est-à-dire que tout repose sur l'individu. Et le côté collectif est attaqué d'une manière extrêmement ostensible de partout dans le monde, si bien que l'individualité à notre époque n'est plus du tout, comme tu le sais, l'individualisme philosophique des Lumières, où chacun a la capacité de comprendre le monde, de se comprendre lui-même, de comprendre l'altérité, et de prendre des décisions en raison, fondées en raison, individuellement et collectivement. Mais tout le côté collectif est en train de fondre, en quelque sorte, pour ne laisser qu'un individu nu, atomisé, isolé, qui, s'il est super doué, peut se débrouiller en réseau, etc., mais tout de même qui donne une image du chacun pour soi, qui favorise aussi la paranoïa. Chacun pour soi, ça veut dire l'autre est dangereux pour moi. Tu sais, Spinoza disait l'autre est un Dieu pour moi s'il est dans la mutualité. Et si nous perdons cette mutualité de l'échange, si nous devenons atomisés, l'homme n'est plus un Dieu pour moi, c'est-à-dire celui qui me donne la possibilité de vivre. Il devient un loup pour moi, comme Hobbes le disait lorsque tout changeait au Royaume-Uni. Et donc nous sommes en train de revenir à une culture à la fois où l'homme est un loup pour l'homme, et où l'homme s'atomise tout seul, prenant son plaisir tout seul, essayant de vivre sa vie. Et alors la question de la morale dans tout ça devient tout à fait secondaire. Parce que pour qu'il y ait morale, il faut qu'il y ait altérité, il faut qu'il y ait une entité qui nous dépasse. Mais dès lors qu'il n'y a plus que moi tout seul, toi tout seul, les autres tout seuls, et on voit si on a des intérêts à être ensemble, à ce moment-là, la moralité est une moralité instrumentale. Et quand on se demande pourquoi il n'y a plus de morale, on ne voit pas que ce n'est pas une question de morale, c'est une question de modification anthropologique due au contexte strictement néolibéral, où le collectif est attaqué d'une manière, je dirais, quasi scientifique. Alors, ce que nous voulons faire, à partir de la déclaration de Lyon, nous voudrions que l'écologie du lien humain, que le capital humain au niveau psychique et social soit important comme le capital économique. Et qu'on arrête de penser exclusivement en termes de marché. Parce que du temps des premiers philosophes qui ont pensé le libéralisme, Adam Smith parlait très très bien de la main invisible du marché, mais il parlait très très bien aussi du rôle de l'État, qui devait, il ne parlait pas de bien public, mais qui devait faire des choses collectivement que les individus dans leur égoïsme collectif ne pouvaient pas faire. Et c'est ce rôle de la régulation de l'État qui devient quelque chose de l'ordre du faire semblant, qui se moule sur la vision néolibérale, qui n'est pas diabolique, mais qui est perverse. La vision néolibérale est aussi perverse pour moi que la vision stalinienne, sauf que dans le cas de la vision stalinienne, le marxisme était perverti par des cruautés chaudes, alors que dans le cas du néolibéralisme coupé de la régulation politique, la cruauté devient une cruauté froide, une cruauté aseptisée, hygiénique, mais non moins cruelle. Ou cruelle, pourquoi? Parce que quand le lien entre les gens est attaqué, comme nous sommes des animaux sociaux, nous sommes attaqués dans notre substance même d'animal social. Alors, ce que nous voudrions faire, c'est créer un mouvement collectif qui soit dans un premier temps un réseau pérenne d'observation, parce que nous voulons d'abord non pas être des dénonciateurs, mais
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du suicide des femmes en Asie, au niveau des enfants en Afrique, au niveau des travailleurs qui gagnent bien leur vie, etc. Au niveau de tous, qu'est-ce qui se passe? Et puis, si tout allait bien, dans le sens de ce congrès qui n'était qu'une first step, comme on dit, une première marche, ce serait une prise de conscience qui devrait aboutir à un observatoire international sur la mondialisation et l'écologie du lien social. Alors l'écologie du lien social, nous le traduisions avant par social links, et puis Anne Lovell m'a fait remarquer que links c'est quelque chose d'un peu mécanique, qu'il fallait plutôt parler de bounce, parce que bounce c'est plutôt l'engagement, le lien social au sens des sociologues, quelque chose de plus profond que le links qui est comme un maillon, comme de l'ordre d'un maillon mécanique. Donc voilà, nous voudrions pouvoir donner des indications aux décideurs sur la pollution du lien social. Parce que de même que maintenant, on n'a plus le droit de polluer à sa guise la mer, l'air, l'eau, pourquoi aurait-on le droit de polluer à sa guise les relations humaines qui font que nous sommes des êtres sociaux? Pourquoi aurions-nous ce droit-là sous des impératifs, je dirais, économiques purs? Rien ne m'irrite plus que quand on dit « le marché pense que ». Le marché pense que. Le marché pense-t-il? Je n'en suis pas sûr. Le marché agit à une vitesse accélérée, mais il a besoin qu'on lui donne des pensées, de se confronter à des pensées éthiques, cliniques, et qui concernent l'humain. Parce que la différence entre maintenant et autrefois, c'est qu'autrefois, on pouvait dire de bonne guerre, si je puis dire, on pouvait dire de bonne conscience, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Maintenant, on ne peut plus dire ça. Il y a tout de même la question des droits de l'homme, qui a été vendue au monde entier, qui continue d'être vendue au monde entier, et qui, à mon avis, est complètement bafouée d'une manière complètement invisible par le modèle néolibéral non régulé, par le politique qui permet de vivre ensemble correctement. Et donc cette régulation politique, qui est une nécessité anthropologique pour tous, nous l'appelons de nos vœux, et c'est pour donner des biscuits à cette régulation que nous voulons continuer le travail qui a été amorcé dans ce congrès des 5 continents. Le concept de précarité est utilisé en Occident. Je ne sais pas comment il est utilisé, et s'il est utilisé en Chine, je ne connais que par rapport aux langues françaises, anglaises, espagnoles. Donc c'est très limité, bien sûr. Mais le concept de précarité dans la culture occidentale est orienté exclusivement sur le versant négatif de ce concept. La précarité, c'est l'incertitude absolue de l'avenir, c'est les petits boulots qui ne permettent pas de vivre, c'est le fait de n'avoir aucune visibilité à long terme du futur. Donc c'est une sorte de perte de confiance relativement pénible au niveau psychosocial, puisque sans confiance, on n'est plus dans la mutualité vraie. Et cet aspect de précarité négative qui est le seul sens occidental, ça donne une perte de confiance en soi, ça facilite donc les dépressions, et en tout cas l'effondrement narcissique, les pathologies narcissiques, ça facilite la paranoïa sociale. Si j'ai pas confiance en l'autre, je vais rester méfiant, l'autre me veut du mal, ghettoisation généralisée, paranoïa sociale généralisée, ça on connaît ça. Et troisièmement, j'ai plus confiance dans l'avenir, attitude systématiquement décadentiste, ou même plus de vision de l'avenir, plus de vision de transition d'un état à un autre, plus de vision transformationnelle, c'est simplement la catastrophe qui est là. Et l'idée de catastrophe est l'horizon de la mauvaise précarité. Alors on fait des politiques contre l'exclusion de la précarité, mais c'est toujours embêtant de faire du positif uniquement pour lutter contre du négatif. Alors que ce congrès voudrait, c'est promouvoir et exporter dans le monde entier, et même dans les pays anglophones
qui ne connaissent pas le mot precarity, ce beau mot de précarité, qui, dans son sens étymologique et positif, signifie avoir besoin de l'autre pour vivre, parce qu'on a besoin de lui demander. Le sens latin de précari, c'est il faut supplier l'autre pour avoir, j'ai absolument besoin de l'autre pour avoir. Et pour te donner une idée de ce que c'est que la bonne précarité, ensuite tout défile, le petit kangourou, qu'on appelle en anglais the little Joey. C'est ça, on dit souvent Joey, comme on dit le louveteau pour le loup, le petit ourson pour l'ours, et le petit Joey. Le petit Joey, quand il naît à 33 jours de vie intra-utérine. Donc c'est un avorton, c'est un embryon, c'est une fausse couche naturelle. Le petit kangourou naît dans le cadre d'une fausse couche naturelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de protection dermique, il a simplement un odorat et des griffes. Il accouche dans la fourrure de sa mère et il va crawler, comme disent les Anglais, il va ramper vers la poche maternelle, attiré par une odeur, tant que sa mère ne l'empêche pas, c'est l'odeur de la mère, tant qu'un prédateur qui passe par là ne l'empêche pas, et il va arriver dans la poche maternelle où il va se brancher sur un mamelon, pendant 4 ou 5 mois, il va terminer en quelque sorte sa formation. Ça ne sera pas sa grossesse, mais ça sera sa formation. Et ça n'est qu'après qu'il aura cette petite bouille très caractéristique des petits kangourous, c'est des kangourous miniatures qui mangent un peu d'herbe avec leur maman, etc. Mais avant, c'est simplement un avorton qui, pour ne pas mourir, se branche sur le mamelon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que ce petit embryon a une perception radicale et absolue du besoin de l'autre pour vivre. J'appelle précarité dans son sens positif le fait que l'humain ou le vivant sait qu'il a absolument besoin de l'autre pour vivre. Et c'est à l'origine des phénomènes d'attachement. Et ensuite, nous avons besoin d'une poche sociale, et c'est dans la poche sociale qu'il y a tous les phénomènes de culture, de liens sociaux, justement. Nous avons toujours besoin d'une poche sociale, et à partir de ça, nous pouvons nous autonomiser. Nous ne pouvons nous autonomiser qu'à partir d'une position de précarité. Et nous sommes dans une culture où nous avons valorisé l'autonomie dans le sens où ça nous détache de la poche, dans le sens où ça nous détache de la bonne précarité pour nous mettre sur chacun pour soi, et puis quand ça va mal, c'est la mauvaise précarité. Et c'est Dieu qui est pas bon, vous n'avez pas honoré Dieu, si les gens ont une catastrophe à la New Orleans, c'est parce que c'est Dieu qui l'avait voulu, etc. Non. Donc tu vois, je voudrais que ce congrès contribue à exporter la notion positive de précarité, qui est le noyau précis sur lequel le néolibéralisme attaque. Et évidemment, ce n'est que si nous savons que sans l'autre nous ne pouvons pas vivre, que nous savons qu'il faut des règles pour construire du collectif, que le collectif est aussi important pour nous que l'air qu'on respire, que l'eau que nous buvons, et que les grandes idées que nous développons. À ce moment-là, on comprend ce que c'est qu'une écologie humaine. Une écologie humaine, c'est la manière de vivre en collectif. Et on peut dire, par exemple, c'est une chose que tout le monde sait maintenant depuis la crise de 2008, que la non-séparation des banques d'investissement et des banques de dépôt, qui permet de faire absolument n'importe quoi avec l'argent des autres, mais réellement n'importe quoi, y compris de faire des hold-up légaux, et de mettre des millions par exemple en l'occurrence d'Américains sur la paille en ayant perdu leur retraite, hein, qui est en quelque sorte un attentat économique qui a eu des effets aux États-Unis et au niveau mondial, eh bien tout ça est uniquement autorisé par le fait qu'il n'y a pas de régulation en ce qui concerne les effets qu'une décision économique et politique a sur la bonne précarité et donc sur la capacité du collectif. Tu vois ? Et donc, s'il faut réguler les banques, ça n'est pas uniquement pour des raisons économiques, c'est aussi pour des raisons anthropologiques et de vivre ensemble toutes bêtes. Parce que si on laisse des grands leaders
les financiers sont des leaders, hein, et les économiques les suivent péniblement. Si on laisse les grands leaders financiers faire n'importe quoi sans régulation, ça veut dire qu'on est dans une civilisation qui n'est plus une civilisation, puisqu'il n'y a pas de régulation. Et à ce moment-là, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi on taperait plus sur les petits dealers de la drogue que sur les grands qui font n'importe quoi avec l'argent des planétaires? Pourquoi il faudrait être plus sévère avec les petits dealers des quartiers? Pourquoi il faudrait être plus sévère avec les malades mentaux sous prétexte que de temps en temps ils peuvent être dangereux et avoir des crimes psychotiques? Eh bien, parce que, je vais te dire pourquoi, c'est que si on ne met pas la régulation au bon endroit, c'est-à-dire sur les mécanismes de régulation collective, la régulation qui est un impératif, je dirais, quasi ontologique, quasi instinctif d'une civilisation, revient à 1000 à l'heure sur l'individu. Et c'est pour ça que les individus, surtout les plus vulnérables, sont extrêmement régulés maintenant, extrêmement régulés par un simple mécanisme de déplacement de ce qui n'est pas fait au bon endroit. Tu vois? Donc nous voudrions amener des biscuits aux décideurs, mais aussi peut-être que ça se construise peut-être sous forme également juridique, que même sous forme juridique on n'ait plus le droit de faire n'importe quoi qui attaque la sociabilité humaine, et que la pollution du lien social devienne un bien commun comme l'eau des rivières, des mers et l'air qu'on respire. Donc, toute décision à ce moment-là financière devrait reposer sur le respect de certains critères, dont le critère de la précarité sociale. Absolument. En tout cas, la prendre en compte. Quelquefois, on peut peut-être passer outre, quelquefois. Il y a des situations d'urgence, mais en tout cas, ça doit faire partie des paramètres essentiels. Ça doit faire partie des critères. Alors pour le moment, c'est même pas un critère, c'est même pas un concept. C'est rien. Ça a disparu. Il faut que ça réapparaisse. Et merci Jean pour cette belle entrevue.